Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui depuis 9 h ce matin Bruno Poncet, le cheminot de Vierzon. Nous sommes avec Barbara Lefebvre, l'enseignante en histoire-géographie, et Didier Giraud, le nouveau grand-père, l'agriculteur, l'agriculteur de Saône-et-Loire. Allez, on accueille notre invité, il va rester avec nous jusqu'à midi. RMC, face aux grandes gueules. C'est le président du Rassemblement national qui est avec nous, Jordan Bardella. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Ce que veulent les Français, c'est le livre aux éditions Fayard. Nous, ce que veulent les Français, ça fait 21 ans qu'on les écoute au 32-16. Vous aviez besoin de vous balader pour savoir ce que veulent les Français, monsieur Bardella ? Ça fait des années qu'au fur et à mesure des campagnes électorales, évidemment, on entend les revendications de nos compatriotes. Et je pense qu'on fait très certainement partie des mouvements politiques qui sont enracinés dans une partie des attentes de notre pays. Il y a une volonté très forte aujourd'hui d'ordre, de sécurité. Il y a un ras-le-bol à l'égard de la fiscalité qui écrase, des normes. Une volonté aussi très forte de défendre son identité, défendre son pays. Mais le rythme de la politique est quelque chose qui écrase. Et il était bon, je crois, de prendre le temps pendant un an. Ce livre m'a pris un peu plus d'un an à l'écrire. D'aller chez les Français sans caméra de télévision, sans reporter d'image, de les écouter et d'être capable de me faire le porte-voix de leurs attentes aujourd'hui, parce que je pense que le monde politique ne fait plus quelque chose qui m'apparaît fondamental aujourd'hui, c'est écouter les Français et essayer de traduire leurs attentes sur le plan politique, et c'est ce que moi j'ai essayé de faire avec ce livre. Alors, les Français, il y a notamment Bernard, le pêcheur de Sète, Olivier le boulanger, Corrado le restaurateur, Pascal la magistrate. Il y a Corinne la maire de Villethierry, Dominique l'expatrié de Limoux dans le Sultanat d'Oman maintenant. C'est quelques-uns de ces Français que vous êtes allés les voir. Mais c'est-à-dire, ce sont des gens qui sont déjà d'accord avec vous, en fait, que vous êtes allés voir, ou pas, Jordan Bardella, au travers de ce que je peux lire. Il n'y a pas beaucoup d'opposition dans le dialogue que vous avez eu avec eux. Non, mais l'opposition, elle peut avoir lieu dans le débat, elle a lieu lors des campagnes électorales, mais j'ai essayé de faire ce livre sans attache partisane. Évidemment, et je suis honnête avec vous, un agriculteur qui me reçoit 1 à 2 jours sur son exploitation, ou un pêcheur qui me reçoit sur son bateau, à minima, il avait envie de discuter. À minima, il avait au moins envie de discuter avec moi. Donc, je vous en fais grâce. Mais on représente aujourd'hui un mouvement politique qui est donné potentiellement gagnant des élections législatives, potentiellement gagnant des élections présidentielles. Ça veut dire qu'on a peut-être un Français sur 2 qui partage nos idées. Donc, ce livre, c'est une ode à la France du travail. Ça dit beaucoup de ce qu'est notre pays aujourd'hui. Ça dit beaucoup du ras-le-bol à l'égard des impôts, à l'égard des normes. Vraiment, l'idée principale de ce livre, c'est le travail, c'est les gens qui bossent, c'est les gens qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. C'est Olivier, ce boulanger de la Marne, qui tenait une dernière boulangerie d'un petit village dans la Marne. Et Olivier a été écrasé des mois durant, petit à petit, par la facture d'électricité qui a été multipliée par 5, 6, 7 et qui a rendu totalement impossible et d'ailleurs, il vous le dit, il n'ouvre son plus activité. le soir. Il a arrêté d'ouvrir le soir, notamment. Ouais. Oui, mais ça dit beaucoup Pour quelques clients, je perds de l'argent, trop d'électricité, trop de charges, ça me coûte plus cher que ça me rapporte. Et c'est quoi le problème ? C'est les règles européennes de fixation des prix de l'énergie. Je veux dire, on a un pays qui est le pays de l'atome, qui est le pays qui a construit sa compétitivité sur une électricité pas chère, dont nous a doté le nucléaire. Et aujourd'hui, on voit bien que le fait d'aligner nos règles, notre prix de vente de l'électricité sur le coût de production de l'électricité en Europe, et notamment sur le gaz allemand, fait que vous avez des petits chefs d'entreprise, mais aussi de très gros chefs d'entreprise, qui voient leur facture d'électricité multipliée par 3 ou 4 de manière totalement hasardeuse, de manière injustifiée. Et ça, c'est insupportable. Donc, en creux, il y a ces ressentis qui s'expriment aujourd'hui dans la France du travail vis-à-vis du prix de l'électricité pour ce boulanger, vis-à-vis de l'Europe, mais aussi vis-à-vis, évidemment, de l'Union européenne, de ces impôts qui sont toujours plus importants sur ceux qui bossent. Et les gens ont le sentiment de bosser pour tout le monde. Il y a une minorité de gens dans notre pays qui a le sentiment de porter sur ses épaules les efforts de toute notre société. Et moi, j'ai voulu rendre hommage aussi à ces Français qui se battent. Vous avez cité Bernard, ce pêcheur de l'Hérault. On pourrait citer François, cet agriculteur du centre de la France. Et tous se battent pour leur travail, pour leur fin de mois, mais ils se battent aussi pour la souveraineté de la France. Et j'ai voulu donner la parole à cette France que l'on n'entend plus, qui se manifeste parfois les soirs d'élection, qui de plus en plus, c'est vrai, vote pour le Rassemblement national, mais qui est totalement, dont le monde politique est totalement déconnecté aujourd'hui des attentes. Didier Giraud. Oui, moi j'ai adoré ce recueil de profils, parce que
Parce que c'est ce que je dis, c'est ce que je vis au quotidien, c'est ce que je dis depuis 17 ans et c'est ce que j'entends depuis 17 ans au Grande Gueule. Et globalement, c'est cette France oui, qui a le sentiment qu'elle doit faire toujours plus quand d'autres font toujours moins. Après, le constat, il est sympathique, mais j'arrive pas à voir comment vous passez de ce recueil de problèmes, parce qu'en fait, les témoignages sont un recueil de problèmes à un programme politique. Ça, j'arrive pas à voir, d'autant plus que dans ce qui est décrit, il y a quand même une majorité de cas où la problématique, elle est à l'Europe. Et même si moi, dans mon quotidien de paysan, je retrouve celui de François et on peut largement mettre une couche nationale par-dessus. Enfin, j'espère que vous avez bien affûté le catalogue des réformes à faire parce que ça ressemble au catalogue de la Redoute dans l'épaisseur. Et comment vous allez faire pour aller réformer l'Europe là où je crois que votre absence n'est pas de la plus remarquée, quoi. C'est-à-dire ? Ah, ça vous arrive d'être absent à l'Europe. J'ai 87% de taux de présence au Parlement européen. C'est pas votre absence, c'est votre présence. Hein. Oui, trompé. Oui. Absolument. Donc non, je suis très présent au Parlement européen et je pense qu'on a fait partie ces dernières années de ceux qui ont contribué à montrer les limites et vous allez arriver les failles de l'Union européenne, notamment sur la politique agricole. Je vais vous répondre sur le programme sur l'agriculture, c'est très intéressant. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ce recueil de sentiments, de colère qui s'expriment aujourd'hui dans le pays et que vous faites aussi à votre niveau avec cette émission ? C'est parce que les gens nous parlent. Vous voyez, moi, quand je discute avec des Français, il n'y a pas les barrières classiques qu'il peut y avoir avec des responsables politiques. C'est vrai avec moi, mais c'est aussi vrai avec Marine Le Pen. Les gens se confient à nous, les gens nous disent leur colère, les gens nous disent leur souffrance, et beaucoup de gens nous disent merci de dire ce qu'on pense, merci de dire ce qu'on ressent. Et ce que les gens ressentent précisément, j'ai voulu l'exprimer au travers de ce livre, parce que le livre permet encore de prendre le temps, non seulement d'écouter, mais d'exprimer ce que ressentent aujourd'hui beaucoup de Français. Vous noterez également que dans ce livre, je ne me contente pas de relater les confidences et les confessions que m'ont fait les Français. Je fais aussi des propositions. Oui, alors, c'est un livre programme. Propositions. Alors, non, c'est pas un livre programme. Bah si, c'est un livre campagne électorale déjà. Ce n'est pas qu'un livre programme. Ah si. C'est un livre. Il y a des propositions, c'est que ça se relie quand même à une. Mais parce que je me contente pas. Parce les propositions, elles sont quand même relativement floues. Enfin, vous lancez des pistes. Des pistes de propositions. On est plutôt sur il faudrait que. C'est plus du yaka faucon pour l'instant. Parce que les propositions que vous faites, elles ne sont pas forcément encore chiffrées, articulées. On n'est pas encore dans le livre de la présidentielle. Alors, on sort de 2 grandes campagnes électorales. Donc, le programme sur lequel nous sommes arrivés en tête aux élections européennes, et où nous avons été 37% des voix aux élections législatives, et qui nous permet aujourd'hui d'avoir à la fois le premier groupe d'opposition au Parlement européen et le premier groupe de l'Assemblée, c'est parce que les propositions qu'on avait formulées, le programme que j'avais défendu avec Marine, a précisément trouvé un écho en France. Maintenant, ce livre n'est pas un livre programme, mais je ne me suis pas contenté d'écouter les Français. J'essaye de proposer des solutions. Sur l'agriculture, par exemple, le vrai scandale aujourd'hui, c'est que l'agriculture est le seul domaine dans lequel la vente à perte est autorisée dans notre pays. Les agriculteurs n'arrivent pas à vivre de leur travail, et moi je me bats en ce moment même au Parlement européen contre le Mercosur et contre ces accords de libre-échange qui sont toujours la course au moins 10 ans et qui mettent nos agriculteurs en concurrence avec des pays qui viennent du bout du monde et qui ne respectent aucune des normes qu'on impose à nos chefs d'entreprise et donc à nos agriculteurs. Je propose également que dans les marchés publics, c'est-à-dire dans la restauration collective, nos agriculteurs puissent avoir une priorité. Je trouve ça fou que dans le pays qui est peut-être la puissance agricole par excellence en Europe, dont les pays sont enviés dans le monde entier, 2/3 du bœuf qui est consommé aujourd'hui dans la restauration collective soit d'origine importée, quand vous avez aujourd'hui des milliers d'agriculteurs qui n'arrivent plus à vivre de leur travail. Et donc moi je propose pour faire passer très simplement, c'est pour ça que je me présente 2024, aux élections et déficitaire. Absolument. C'est pour ça, Monsieur Marchal, que je me présente aux élections. Le temps du programme, il viendra. Mais pardon, ça fait quand même un certain nombre de temps qu'on est présent dans la scène politique. Quelles élections les prochaines alors? Ça sera quoi? Moi, la question que j'allais vous poser là-dessus, c'est en 1974, quand Valéry Giscard d'Estaing devient président de la République, il décide d'aller regarder la France au fond des yeux. Vous savez, c'est les fameux dîners qui n'étaient pas filmés. Hein. Ils ont fait semblant d'en filmer un, mais sinon il en a fait plein comme ça, où il allait manger chez des Françaises sans qu'on le sache en réalité. Mais il a fait ça après avoir été élu président de la République. Donc vous, en fait, vous l'avez fait avant. Donc vous visez vraiment bien la présidentielle. Alors vous vous préparez à être... alors j'espère pas le futur Valéry Giscard d'Estaing, parce que là, sinon on va s'inquiéter. Mais en tout cas, vous préparez une sorte de communication un peu à la Giscard d'Estaing finalement. Allez regarder la France au fond des yeux. Je me prépare à devenir, et peut-être dans les prochaines semaines, Premier ministre de mon pays.
Ça ne vous aura pas échappé que le risque de dissolution, il existe et que je fais partie de ceux qui appellent le président de la République à revenir devant les Français parce que, et vous le disiez, Monsieur Marchal, il y a quelques minutes, pour construire un projet, pour apporter des réponses, il faut des majorités. Et la situation dans laquelle nous ont plongé et Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon en s'alliant au second tour des dernières élections législatives a été mise en œuvre précisément pour m'empêcher de devenir Premier ministre et pour m'empêcher d'avoir une majorité et de mettre en œuvre les propositions sur lesquelles plus de 37% des Français ont voté lors des dernières élections législatives. Donc le temps de l'action, il va venir. Maintenant, pour agir, il faut avoir un diagnostic lucide de la situation. Et moi, si vous voulez, je fais ce constat-là, c'est qu'aujourd'hui, les idées qui sont portées à Paris sont en totale déconnexion avec ce qu'attendent aujourd'hui une majorité de Français. C'est vrai sur l'immigration, c'est vrai sur l'effondrement de l'autorité aujourd'hui dans notre pays. Et ce livre, c'est aussi un plaidoyer contre la France d'Emmanuel Macron et contre cette France qui a été, je dirais, divisée, opposée depuis 2017 et qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui considèrent que leurs enfants ou leurs petits-enfants vivront bien moins qu'eux. Donc moi, je me bats pour remettre le pays sur le chemin de la production, je me bats pour ramener la sécurité dans mon pays, je me bats pour qu'on ait encore une souveraineté, notamment sur le plan alimentaire. Et ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas dans son cœur, dans son esprit et dans sa bouche ce qu'attendent aujourd'hui une majorité de Français. Et si je l'ai fait, Monsieur Marchal, c'est parce que je ressens, moi, une facilité d'échange avec nos compatriotes. Et ce qui m'a frappé dans ces témoignages, c'est la simplicité. J'essaie de l'être, et c'est en tout cas la simplicité avec laquelle les Français se confient. Vous avez dit il y a quelques instants, je me prépare à être Premier ministre. C'est ce que vous avez dit. Absolument. Voilà. Sauf que ça n'a pas marché le coup d'avant. Pourquoi est-ce que ça marcherait là, si jamais dissolution il y a? Mais parce que nous ne cessons de progresser. Il faut faire 50 plus 1 pour aller à Matignon et il faut avoir 289 députés. Ou alors faire l'union des droites. Ah oui, nous allons progresser. Faire l'union des droites. Mais je veux faire l'union de tous les Français. Et si mais pas des droites. Mais bien plus que ça. Vous voyez, j'ai été le premier à dire que si demain j'avais une majorité absolue en cas de dissolution, j'accéderais à Matignon avec une majorité patriote fiable. Si demain j'ai une majorité relative, j'irai naturellement chercher dans l'hémicycle des alliés et j'ai été le premier lors des dernières élections législatives, vous ne pouvez pas me faire ce reproche, à tendre la main au président des Républicains, Éric Ciotti, en disant écoutez, on n'est pas d'accord sur tout, mais peut-être que dans le cadre d'une cohabitation, on peut se mettre d'accord sur un programme de gouvernement. On peut faire en sorte de faire sauter ce piège mitterrandien qui a été bâti il y a plus de 30 ans, il y a plus de 40 ans, et qui fait qu'il y a parfois deux électorats qui partagent les mêmes aspirations sur les grandes orientations du pays, sur la défense de notre identité, sur la défense de la nation, sur le ras-le-bol fiscal, sur le besoin d'ordre aujourd'hui dans notre pays, mettre de côté nos sensibilités et travailler ensemble. Moi, je veux parler à tous les Français, aux Français qui viennent de droite, aux Français qui viennent de gauche, et je veux leur dire que pour rassembler notre pays, pour remettre le pays sur le chemin de l'ordre et de la prospérité, on aura besoin de tous les Français. Et c'est ce que j'ai voulu aussi dire au travers de ce livre, en prenant des gens dont je n'ai pas sollicité en amont l'appartenance partisane. On va continuer d'évoquer le livre, mais je voulais rester sur cette phrase-là. Parce que quand Barbara vous a demandé, c'est un livre de programme, vous préparez à quoi? Vous dites, je me prépare à devenir Premier ministre. C'est une éventualité. Vous pensez que là, les jours du gouvernement Lecornu, là, sont comptés, que c'est une question de jours, de semaines qui va sauter? Ils vont tout faire pour rester au pouvoir. Ils sont prêts à vendre leur mère, ils sont prêts à se couper un membre pour ne pas retourner devant les Français. Et pourquoi? Parce qu'ils savent très bien, les macronistes, les républicains et le Parti socialiste. Et ils savent très bien que si nous retournons demain aux élections, ils seront très certainement balayés. Donc ils sont prêts, si vous voulez, à remettre en jeu la stabilité du pays, à accabler les Français de taxes et d'impôts avec un budget qui est une boucherie sociale et une boucherie fiscale qui prévoit initialement d'aggraver de 20 milliards d'euros la fiscalité sur la France du travail, d'augmenter et d'aggraver de 30 milliards d'euros la dépense publique, de ne faire aucune des économies dans la mauvaise dépense publique, de ne remettre en cause aucune des grandes politiques qui font aujourd'hui souffrir les Français et souffrir le pays pour se maintenir en place. Donc je pense, et je l'ai dit, que rien de sain ne peut émerger de cette situation. Et la solution, me semble-t-il, quand on est confronté à une impasse institutionnelle et une impasse démocratique, c'est d'en prendre acte, c'est de revenir devant les Français, et nous sommes prêts à revenir devant les Français. Alors, est-ce que c'est ça votre grande habileté stratégique? Je le dis absolument sans ironie. Vous attendez que vraiment ça soit l'hallali complète pour LR pour pouvoir aller finalement
tendre une main généreuse aux derniers qui traîneront par là et qui voudront peut-être sauver leur siège, notamment en vous rejoignant dans le cadre de législatives. Et deuxièmement, d'avoir voté hier avec la gauche cette merveilleuse taxe sur les multinationales. C'est-à-dire que là, vous avez mis une sacrée pierre dans le jardin de Monsieur Lecornu. Alors, est-ce que c'était stratégique ou est-ce que vraiment vous y croyez à cette taxe à 26 milliards sur les multinationales, ou est-ce que vraiment là vous lui en avez flanqué une dans les pattes? C'est le coup des grenades de Macron, quand il avait dit j'ai jeté une grenade. Là, vous avez jeté une sacrée grenade. Non, mais attendez, moi, vous voyez, ce truc qui consiste à dire vous avez voté avec la gauche. J'ai voté. C'est factuel. Quand on vote quelque chose, nous, sans sectarisme, et je vous rappelle qu'on est le groupe politique qui, à l'Assemblée nationale, votons le plus de textes qui n'émanent pas de notre parti politique, ce qui veut bien dire que nous ne sommes pas sectaires et que le sectarisme, nous ne faisons que le subir. Mais nous regardons quel est l'intérêt du pays et quel est l'intérêt des Français. Il y a beaucoup de petits chefs d'entreprise, et quand je dis petit, je parle de la taille de l'entreprise, qui nous écoutent ce matin, des artisans, des commerçants, des patrons de TPE, PME ou d'ETI, qui ne comprennent pas qu'ils doivent payer 25% d'impôts sur les sociétés, alors que de grandes multinationales étrangères, comme McDonald's, comme les GAFAM, Amazon, comme McKinsey par exemple, Google, Amazon, absolument, Facebook, comme McKinsey par exemple, Apple, qui extrait ses bénéfices pour les envoyer au Delaware, qui est un État des États-Unis où il y a 0% d'impôt sur les sociétés, que nos chefs d'entreprise doivent payer 25% d'IS et que des grandes multinationales, par des mécanismes d'optimisation fiscale et de contournement des prélèvements, doivent ça, c'est une mesure de gauche. Vous êtes de gauche ou vous êtes de droite? Non, ce n'est pas des mesures de gauche. Même Marine Le Pen dit des mesures. Parce que vous taxez le chiffre d'affaires, et le chiffre d'affaires, on peut pas. Non, mais parce que vous avez raison, tactiquement. Donc ce n'est pas une taxe, Madame Le Pen. Non, c'est le chiffre d'affaires. Absolument. Voilà, c'est sur le chiffre d'affaires. C'est le ratio du chiffre d'affaires en France sur le chiffre d'affaires mondial rapporté au bénéfice mondial. Si on met en place ce principe, eh bien une grande multinationale doit payer la même chose qu'une petite, moyenne ou qu'une ETI française. Moi, je suis pro-croissance, je suis pro-production, pour les je impôts suis pro-entreprise, mais je considère que les règles doivent être les mêmes pour tout le monde. Et il n'y a aucune raison qu'un chauffeur de taxi ou qu'un restaurateur doivent payer, par exemple, quand on a une TPE-PME ou une ETI, 25% d'impôt sur les sociétés, et qu'une multinationale étrangère ne paye aucun impôt sur les sociétés en France, ou en tout cas des sommes très dérisoires. Je vous rappelle que McDonald's a été à plusieurs fois pointé par des procédures administratives et par des procédures de justice parce qu'elle organisait précisément l'évasion de son chiffre d'affaires pour avoir à payer des impôts sur les sociétés. La gauche. Normal. Non, je dis ce que disent beaucoup de Français. Allez demander aux chefs d'entreprise qui écoutent les grandes gueules s'il est normal que payent eux 25% d'impôts sur les sociétés quand McKinsey ou McDonald's en payent zéro, notamment s'agissant de McKinsey. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ah non, personne ne trouve ça donc normal. Donc c'est pas être de gauche ou être de droite. Moi, je ne suis pas de gauche et je ne suis pas socialiste. Mais quand le Cornu et les LR hurlent en entendant cette nouvelle taxe qui a été votée hier, je dis que vous avez joué un joli coup contre le Cornu. C'est ça que je dis. Stratégiquement, je veux dire. On a joué en planche le Cornu. C'est pas une question de savonner la planche à le Cornu. Si, je veux dire, là, le Cornu, c'est pas mon sujet. Il va avoir du mal avec sa Zuckman Light. S'il rajoute la Zuckman Light à ce que vous avez fait hier, là, la droite va hurler, les financiers vont hurler, tout le monde va hurler. Donc, mais je suis opposé, moi, Zuckman Red, Zuckman Light, je suis opposé à tout ce qui vient d'abord de Gabriel Zuckman. Parce que je considère que les mécanismes Zuckman sont des mécanismes communistes qui consiste à transformer notre pays en Venezuela sans le pétrole et qui consiste à imposer de la taxation sur des trajectoires économiques. C'est-à-dire que concrètement, si vous êtes un chef d'entreprise, que vous montez une start-up dans l'intelligence artificielle, que vous faites de la levée de fonds, votre entreprise peut ne pas être rentable, vous devrez donc vous acquitter de ces impôts. Donc c'est complètement fou comme principe et moi j'en ai un peu ras-le-bol que la France soit cet enfer socialiste sur le plan fiscal et normatif qui désincite aujourd'hui, et je le dis dans le livre, tous ceux qui ont envie d'innover, d'entreprendre, de créer leur entreprise, de le faire. Et je souhaite moi également, et je le dis dans le livre et je le propose, supprimer les impôts de production. Aujourd'hui, on a des impôts de production qui sont très injustes parce que, contrairement à l'impôt sur les sociétés, ça pèse sur le haut du compte d'exploitation, c'est-à-dire que ça ne prend pas en compte la santé de votre entreprise.
Et on a aujourd'hui des impôts de production qui sont 2 fois plus élevés que la moyenne européenne. Or, je pense, comme le prix de l'énergie, je l'ai dit tout à l'heure, que les impôts de production sont aujourd'hui un boulet dans la compétitivité de notre entreprise. Alors évidemment, quand vous supprimez un impôt de production, vous avez des rentrées fiscales en moins immédiatement, mais vous avez un effet retour. Et je pense qu'en menant une politique en faveur des entreprises, en faveur de la croissance, en faveur de ceux qui se lèvent tôt, en faveur de ceux qui prennent des risques, qui bossent et qui en ont marre de ces impôts et de ces inflation normative, eh bien, on peut remettre le pays sur le chemin de la croissance et on peut aussi, Monsieur Marchal, répondre au défi de la dette. Parce qu'on n'affrontera pas le mur de la dette uniquement en faisant la chasse au gaspillage d'argent public. Il faut recréer de la richesse et il faut lever les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur les créateurs de richesse dans notre pays. Vous restez avec nous, Jordan Bardella. Ce que veulent les Français, le livre est aux éditions Fayard. Le livre, la politique, vous commentez l'actualité avec nous. On va continuer de vous interroger avec Bruno Poncet, Didier Giraud et Barbara Lefebvre. A tout de suite, il est 11h20. RMC, 9h midi, les grandes gueules. Ne ratez surtout pas l'occasion de remporter les 12 000 € qui sont en jeu. Alors vous envoyez bonus par SMS au 7 24 24. Vous avez 5 minutes. Bonne chance à tous. L'autre jour, j'ai réalisé que je payais des trucs tous les mois juste parce que j'ai la flemme de les résilier. Genre mon abonnement à Jeune et Chevelu, moyen utile depuis que je suis papa, et chauve surtout. Alors qu'épargner 30 € ou plus par mois avec l'assurance vie Maïf pour vous constituer un capital, ça, c'est utile. Maïf, assureur militant. Vous pouvez choisir une voiture pour sa motorisation innovante. Ou bien pour son autonomie exceptionnelle. Vous pouvez aussi choisir une voiture pour son design affirmé. Mais vous la choisirez parce que c'est une Audi. Découvrez la nouvelle Audi Q3 et tous nos modèles iconiques en hybride rechargeable. Je suis fatigué. Comment tu fais pour avoir encore de l'énergie, toi? Je prends Bion 3 Énergie. Bion 3 Énergie, des probiotiques pour maintenir l'équilibre de la flore intestinale, ainsi que des vitamines et minéraux afin de recharger votre réserve d'énergie pour la journée. Bion 3 Énergie et probiotiques pour adultes et pour plus de 50 ans. En passant par Direct Assurance, j'avais peur de perdre cette qualité humaine de rencontre. Et la voix de Pascal remplaçait toutes les qualités humaines. On est des êtres humains accessibles, même si on ne nous voit pas. La voix devient familière. On sent que nous sommes une personne importante. J'ai presque l'impression de faire partie de l'entourage du client. Direct Assurance, c'est la voix de Pascal. Pour soulager vos symptômes du rhume ou la toux, il existe Vicks Vaporub Pommade. Libère le nez par son action décongestionnante et calme la toux pour soulager vos symptômes. Vicks Vaporub Pommade. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Ça, c'est notre dosette dernière génération. Et ça, c'est Neo, la machine la plus avancée de Nescafé Dolce Gusto. Grâce à sa technologie avant-gardiste de reconnaissance des dosettes, préparez simplement des cafés longs, des espressos intenses et des cappuccinos gourmands. Neo, à partir de 79 € dans les magasins participants. Alors Alain, prêt pour ton pot de départ ce soir? Ah là là, ça tombe vraiment mal parce que je dois réparer mon pare-brise là. Une prochaine fois. Mais non, je te prends rendez-vous chez France Pare-Brise. Ils viendront pendant ton pot. Chez France Pare-Brise, un impact ne change rien à votre quotidien. Et ça change tout. Avec la recherche visuelle sur Le Bon Coin, il suffit d'une photo pour trouver ce qu'on cherche ou tous les articles similaires. Ouais, mais similaire, ça veut pas dire pareil, hein. Le Bon Coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Les fêtes peuvent être intenses. Mais avec votre nouveau PC Dell avec Intel Inside, vous pouvez gérer beaucoup de choses. Gérer tout ce qu'il faut pour les fêtes avec des outils d'IA. Et aussi gérer Tata Nicole, même si elle peut être intense. Basic Fit présente Boost ton mood. Oh, c'est ce genre de journée. Boost ton esprit. Besoin de recharger tes batteries? Boost ton énergie. Boost ton mood. Basic Fit, go for it. Deviens membre maintenant. Profite de 4 semaines offertes et reçois un sac de sport.
Avant, pour acheter une voiture, vous aviez soit le neuf, plus cher, soit l'occasion, abordable, mais on croise les doigts. Heureusement, aujourd'hui, il y a la solution Aramis Auto. Des voitures reconditionnées par des experts avec jusqu'à 200 points de contrôle. Résultat, 1 an de garantie sans entretien et jusqu'à 30% moins cher que la valeur neuve. Trouvez votre voiture reconditionnée sur aramisauto.com. Aramis Auto. Un petit café ? 2 secondes, je termine un petit détail. Alors, ça te plaît? C'est tout toi. Hein? Il y a des questions auxquelles on ne sait pas comment répondre. Ça te plaît? Et d'autres aussi. C'est un emballage ou pas? Bah ça oui, ça non. Et si c'est oui, c'est dans le bac de tri. RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules. Les grandes gueules sur RMC Story, il est 11h25 avec Jordan Bardella qui vous pourrez poser des questions puisque vous restez avec nous jusqu'à midi. Le livre s'appelle Ce que veulent les Français. C'est aux éditions Fayard. Les questions, c'est dans la dernière partie de l'émission. Didier Giraud, Barbara Lefebvre, Bruno Poncet. Bruno, question. Alors moi j'ai lu votre livre, qui s'adresse à la France qui nous nourrit, la France qui nous protège, la France qui nous relie. J'allais vous demander, vous êtes quelle France, vous? Parce que, mais n'y voyez pas de malice, vous êtes quelle France? Parce que si vous parlez avec ces Français, ils n'en peuvent plus des hommes politiques qui sont que politiciens. Donc vous, c'est quoi votre métier? Et c'est quoi, quand vous allez les voir, vous vous présentez comment en fait? Parce que c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on est quelque chose. Moi, je suis cheminot, Barbara l'épreuve, Didier l'agriculteur. Alors je fais ce pourquoi les Français m'ont choisi, m'ont élu. Et les Français, ils m'ont élu à 2 reprises député au Parlement européen. C'est pas un métier. Et ils m'ont élu, si, précisément. C'est une fonction. Si, moi, je ne crois pas que la politique, ça soit un passe-temps. Je pense que de gérer des collectivités, d'apporter des réponses aux problèmes du pays, de gérer un parti politique quand vous avez 26 ans qui compte, puisque j'ai été élu président de mon parti à l'âge de 26 ans, qui compte plusieurs dizaines de salariés, qui compte près de 1000 élus partout en France, c'est évidemment une responsabilité qui est très importante. Et précisément, je fais pourquoi, aussi avec ce livre d'ailleurs, ce pourquoi les Français m'ont élu à 2 reprises au Parlement européen, c'est-à-dire pour leur apporter des solutions et pour leur apporter des réponses. Et pardon, mais je pense que si les Français nous ont mis en tête à la fois des élections européennes et des élections législatives, c'est parce qu'ils ont sans doute le sentiment que dans ce qu'on propose pour leur quotidien, pour améliorer la vie de ceux qui nous nourrissent, de ceux qui entreprennent, de ceux qui nous relient, et je parle des enseignants, des maires aussi qui sont en première ligne, et de tant d'autres professions qui sont indispensables aujourd'hui au fonctionnement du pays, c'est peut-être parce qu'ils sentent que non seulement on est connecté à leurs attentes, mais qu'ils nous font confiance pour tenter de leur apporter des réponses. Donc moi, avec beaucoup de modestie, avec beaucoup d'humilité, je vous réponds que la politique n'est pas un passe-temps, que c'est un engagement total, et que apporter des réponses aux problèmes du pays, gérer des collectivités, ça ne peut pas se faire 2 heures le week-end. Ouais, moi, je vais juste vous dire moi, j'entends. Dans le micro. J'entends ce que vous dites, mais par contre, dans ce cas-là, moi, je vous entends. Et les Français en peuvent plus. Et je parle pas que de vous, les gens professionnels. Après, moi, vous me faites grâce de ça, et je n'ai jamais été au pouvoir. Donc, je serai jugé le jour où j'aurai été au pouvoir. Vous êtes en responsabilité, vous l'avez dit vous-même. Vous avez été la première liste aux listes européennes. Dans l'opposition, absolument. Moi, ce que je vois vraiment, par contre, il y a un vrai sujet, c'est que dans ce cas-là, si vous voulez aller au bout du bout, ok, eh ben, votre agriculteur, votre pêcheur, pourquoi vous ne les mettez pas ministres quand vous serez au pouvoir? C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens en ont marre de ces ministres qu'on nous sort, qui sont des technocrates, qui nous pondent des trucs. Alors les paniers runachés, les compagnies, et je ne parle pas que de Macron, moi les socialos, je les ai aussi en travers de la gorge pour plein de raisons. Et pourquoi pas? Ben pourquoi vous les mettez pas? Parce que moi j'entends, vous les avez entendus, ok, et puis une fois que vous serez élu, après vous ferez comme tous les autres, vous prendrez des gens qui vous diront exactement ce que vous voulez entendre. S'ils sont plombés par les hauts fonctionnaires de l'administration centrale, ça sert à rien. Les macronistes ont déjà fait le coup à nous mettre des amateurs. Je vois pas comment l'agriculteur pourra avoir un patrimoine caché ou pourra avoir un jour touché des pots de vin d'un conflit d'intérêts. Mais monsieur, il faut surtout mettre au pouvoir des gens qui connaissent la réalité de ce que vivent les Français. Okay. Et des gens qui ont aussi fait de la politique, parce que vous voyez, quand on est sur le terrain, quand on est élu de terrain, on n'en peut plus, vous l'avez bien dit pendant un an. Je veux dire, ils vont vous dire que la politique. Oui, mais je ne suis ni anarchiste ni royaliste. Et donc, à un moment, la démocratie, c'est vous vous présentez devant les élections. Pour l'anarchie, ça serait mieux pour vous. Ça, je vous le laisse. Mais la démocratie, c'est vous présenter aux élections, les gens vous choisissent et vous mettez en œuvre la politique sur laquelle vous avez été élu. Okay. Mais le problème aujourd'hui, c'est la déconnexion entre les gens qui prennent des mesures et les idées qui sont aujourd'hui majoritaires dans le pays. Enfin, je veux dire, quand on regarde ce budget, comment est-ce qu'on peut légitimement aujourd'hui venir devant les Français, leur dire qu'on va remettre en cause
pas les avantages, mais le dédommagement qu'on donne aujourd'hui aux gens qui subissent des affections de longue durée dans la période actuelle. Comment est-ce qu'on peut dire, par exemple, quand on est à l'Union européenne ou en France, qu'on va augmenter les taxes sur les carburants? C'est le projet actuel du gouvernement français sur les biocarburants et de la Commission européenne sur l'ensemble des carburants avec ce qu'on appelle le règlement ETS2 d'ici à 2030. Comment est-ce qu'on peut dire dans un pays où il y a un Français sur deux qui n'arrive plus à boucler ses fins de mois, qui est à 10 € près quand il fait ses courses, qui n'arrive plus à mettre de l'essence dans sa voiture, qui est obligé de restreindre ses déplacements, qu'on va augmenter les taxes sur les carburants? Enfin, je veux dire, c'est complètement fou. Et de l'argent. Mais de l'argent, attendez, il y en a. Vous avez bien voté une taxe aussi sur les GAFAM, donc. Voilà, oui, non, attendez. vous n'allez pas me la faire. Vous n'allez pas passer comme ça très vite dessus. Donc, si on a voté ce mécanisme qui permet de lutter contre l'optimisation fiscale de McKinsey ou de McDonald's, c'est précisément pour faire des dispositifs légaux dont ils profitent. Sont précisément, maintenant, ça ne le sera plus. Parce que moi, je ne conçois pas. Vous faites comme moi, les autres, je ne conçois pas que des grandes boîtes qui sont bien souvent basées à l'étranger, des multinationales, et pardon, on ne parle pas d'entreprises... Mais en les taxant, elles vont encore plus partir à l'étranger. Non, mais elles sont déjà à l'étranger, Monsieur Marchal. Je ne parle pas d'LVMH, on ne parle pas de Michelin, on ne parle pas d'entreprises qui font de la production en France. On parle de sociétés, en l'occurrence américaines, qui utilisent la France sans contribuer au service public français, qui utilisent nos routes, qui utilisent nos fonctionnaires et qui ne s'acquittent pas de l'impôt qu'une TPE-PME ou qu'une ETI s'acquitte en France. Pardon, mais moi je ne suis pas d'accord avec cela. Donc si demain je suis à la tête du pays, eh bien je vais demander comme chef du gouvernement à ces multinationales de s'acquitter du même impôt que s'acquittent nos chefs de petites et moyennes entreprises ou nos chefs d'ETI. Donc pardon, et juste je vous réponds, le problème aujourd'hui, c'est que les gens qui se partagent le pouvoir depuis 30 ans, et faites-moi grâce de cela, je n'en suis pas. Moi je me suis engagé en politique précisément pour faire en sorte que mon pays arrête de sombrer dans le déclin, pour que mon pays arrête de sombrer dans le déclassement, et pour réconcilier nos compatriotes avec la politique. Donc vous me jugerez, pardon, une fois que j'aurai été au pouvoir. Mais si demain je suis au pouvoir et qu'au bout de 5 ans, vous me dites ce que vous avez fait ne correspond pas à ce que voulaient les Français et ce pourquoi ils vous ont choisi, je ferai amende honorable. À la tête du pays, président ou Premier ministre? Parce que là tout à l'heure c'était Premier ministre. Arrêtez la popole, c'est pas le sujet. Mais c'est pas la popole, vous dites vous-même à la tête du pays, président ou Premier ministre? Je suis convaincu que ce que vivent nos Premier ministre, Monsieur Barella. Président ou Premier ministre? En l'occurrence, je suis auteur là. Donc oui, d'accord, mais vous avez dit tout à l'heure, je me prépare à aller à Matignon. Maintenant, c'est si je suis à la tête du pays. Donc vous préparez à la présidentielle. À la tête du gouvernement. Ce que vivent nos compatriotes. Vous êtes préparé à la tête du pays, c'est président, monsieur Bardella. Je vous laisse faire. Moi, je vais prendre un café, puis je reviens dans 5 minutes. Non, mais c'est important parce que ce que veulent les Français, justement, c'est vous mettre à la tête du pays, mais en tant que président. Ils votent pour nous, ils votent pour le Rassemblement national. Et notre candidate à l'élection présidentielle, elle s'appelle Marine Le Pen. Moi, je suis candidat au poste de empêché. Moi, je suis candidat au poste de Premier ministre. Eh bien, nous serons là, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Et les Français pourront voter pour le Rassemblement national aux élections législatives, aux élections municipales, aux élections présidentielles et législatives. Et je dis aux Français, essayez-nous et vous nous jugerez une fois que vous nous aurez essayé. Et je veux juste, 10 secondes. Et après, promis, je me tais. Ce que vous vivez, c'est la conséquence de choix politiques. Vous voyez, si on change la politique, votre quotidien peut changer. Justement, peu importe que ce soit Marine Le Pen ou vous sur la question sur laquelle je vous interroger, parce que justement, c'est ce que révèle la couverture de votre livre. Une certaine stratégie. Moi, j'appelle ça une stratégie roux-doudou. Aujourd'hui, c'est quoi la stratégie? Parce qu'aujourd'hui, qui sont ceux qui affirment et qui sont d'ailleurs remerciés par leurs électeurs? Trump, Milei, Meloni, Orban. Ils ont prouvé qu'on pouvait changer le quotidien des gens. Pas avec une stratégie roux-doudou. Pas avec la jolie pose que vous avez sur la photo. Et je comprends, la France est une nation littéraire, etc. Donc je comprends bien l'image que vous voulez donner. Mais aujourd'hui, le plafond de verre, vous le voyez bien. Vous savez, et c'est ce que dit Milei. Milei, il dit, il n'est pas de votre côté, c'est un anarcho-capitaliste. Mais il dit, un chef d'État, il a une vision et il doit gérer son pays. Mais si avant, il n'a pas gagné la bataille culturelle, qui va lui permettre, une fois élu, de mettre en œuvre le secouage de cocotier nécessaire, lui c'est la tronçonneuse, Trump c'est autre chose, Meloni aussi, il n'y arrivera pas. Or vous, la guerre culturelle que vous êtes censé mener, vous la menez avec ce que je dis, la stratégie roux-doudou. Mais c'est quoi la stratégie? Vous n'avez pas de tronçonneuse. Vous n'êtes pas assez virulent dans votre façon de vouloir faire péter ce plafond de verre incroyable qui est
incommensurable en France par rapport justement à ce chantage moral de la gauche en permanence qu'elle fait peser, y compris sur les centristes, sur les LR. Regardez les LR, ce qu'ils disent de vous. C'est-à-dire qu'on fascise systématiquement toute opposition. Est-ce que vous ne pensez pas que pour faire secouer une bonne fois pour toutes ce plafond de verre-là, et pour enfin, quand vous serez au pouvoir, mettre en œuvre votre politique, il faut avoir une autre stratégie que, par exemple, nous dire « je suis ni de gauche ni de droite », par exemple. Alors là, Barbara Lefebvre, je tombe de ma chaise. Parce que vous êtes en train de m'expliquer que vous êtes pas si le Rassemblement national ne gagne pas les élections, c'est parce qu'on n'est pas assez extrême et pas assez provocateur. Parce que je veux bien me pointer sur une scène de meeting avec une tronçonneuse, mais là, il y a un certain nombre de gens qui vont vouloir me jeter en prison. Donc, je ne vais pas m'inventer, si vous voulez, une outrance ou un côté provocateur qui ne fait partie ni de mon caractère ni de mon ADN. Mon souhait n'est pas de faire du spectacle, c'est d'apporter des réponses aux problèmes que vivent les Français. Trump et Milei, ils font pas du spectacle. Pardon, mais regardez, ils gouvernent, ils font pas du spectacle. Je pense, mais peut-être que je me trompe, qu'il y a beaucoup de gens qui, de bonne foi, partagent mes idées, partagent les idées de Marine Le Pen, mais qui ont encore des craintes à l'égard du Rassemblement national. Ça permet d'arriver au pouvoir. Ça permet d'arriver au pouvoir, mais ça permet pas de faire les réformes. La gauche continuera quand vous Mais je ne veux pas plaire à la gauche. J'ai rien dit depuis une demi-heure. Je ne veux pas plaire à la gauche. J'aimerais bien vous expliquer un truc et vous entendre là-dessus. Moi, j'ai un bon copain qui est devenu président de conseil départemental. Et il explique que il faut être populaire pour être élu, mais quand on est élu, on n'a pas commencé une seule démarche. Et on a un appareil administratif en France qui fait que pour faire une seule réforme, il faut commencer par faire 7 ans de dégageage de fonctionnaires qui tiennent les manettes du pays avant d'arriver à faire la première réforme. Comment vous allez vous y prendre là-dessus? Pardon, mais à la tête de toutes les grandes institutions. D'abord, il faut remettre la bureaucratie à sa place. L'administration, elle est là pour mettre en œuvre les décisions qui ont été choisies par les politiques. Ce n'est pas en changeant de ministre tous les 3 mois, d'avoir à la tête des gouvernements des gens que personne ne connaît. Pardon, mais vous m'avez cité des noms tout à l'heure. Si autour de cette table, on est tous capables de citer le nom de plus de 10 ministres du gouvernement, franchement, chapeau, parce que même moi, j'en serais incapable. Donc, les hauts fonctionnaires, à partir du moment où vous avez des gens qui changent tous les 3 mois et qui sont bien souvent issus de cette même administration, ils gardent le pouvoir. Moi, je ne suis pas issu de la haute administration. Je n'ai aucun renvoi d'ascenseur à faire. Je pense qu'il faut remettre la bureaucratie à sa place. Je crois, et nous le mettrons en œuvre si nous arrivons à la tête du pays, qu'il faut supprimer l'ensemble de ces agences d'État, ces 1200 à 1900 selon le rapport du Sénat, opérateurs publics qui bien souvent font doublon avec les compétences du ministère. Quand on a en pleine crise sanitaire, le ministère de la Santé qui se bat contre une épidémie mondiale et que vous avez des agences régionales de santé qui vont contre l'avis des ministères, contre les décisions des ministères et qui ferment des lits, ça apparaît scandaleux pour beaucoup de Français. Donc je pense que la santé doit être gérée par un ministre de la Santé avec une vision qui est celle du président de la République sur lequel il aura été élu et qui est décidé dans les départements, accompagné dans les départements par un préfet délégué à la santé, mais existe, à Fouera en l'occurrence, dehors toutes ces agences régionales de santé qui viennent alourdir la bureaucratie d'État et qui, évidemment, créent un millefeuille administratif qui est aujourd'hui illisible pour les Français. Moi, je suis, Madame Lefebvre, pour la suppression des conseils régionaux. On parlera des grandes cours de justice. Je suis vous empêcheront peut-être pour la suppression. Mais je vais vous répondre. Alors, attendez, parce que je vais vous répondre sur les cours de justice, c'est très intéressant. Je souhaite également supprimer les conseils régionaux pour rapprocher l'exercice du pouvoir de nos compatriotes. Et si demain nous sommes à la tête du pays, nous les remplacerons par un conseil territorial. C'est la vieille idée de la droite avec une fusion entre les conseils départementaux et les conseils régionaux. C'était l'idée du président Sarkozy pour alléger la bureaucratie d'État. Sur la justice, madame, si nous sommes demain à la tête du pays, nous organiserons dès les premières semaines de notre action un référendum sur l'immigration. Parce que je pense que s'il y a bien un domaine dans lequel la volonté aujourd'hui d'une partie de la magistrature, encore une fois, pas de toute la magistrature, mais d'une partie, je vais vous répondre. Non, mais on doit faire une pause pour avoir les auditeurs. D'une partie des juges, c'est de contraindre les décisions et la volonté du peuple français, notamment sur les questions d'immigration. Je ne soumettrai pas une question au peuple français, mais nous soumettrons un projet de loi. Ce projet de loi, il contiendra tout le bouclier politique, juridique et administratif pour mettre fin à la submersion migratoire. Il y aura notamment l'expulsion des délinquants et criminels étrangers de façon systématique. Les aides sociales seront réservées à nos compatriotes de nationalité française. Ce bouclier politique, juridique et administratif, il sera soumis au peuple français, charge au peuple français de l'approuver et il aura ensuite une valeur
constitutionnel, ce qui veut dire qu'aucune juridiction européenne ou internationale ne pourra empêcher le peuple français et l'État français d'expulser un islamiste ou un étranger, enfin en l'occurrence un islamiste étranger, du territoire français à partir du moment où il représente un danger pour le peuple français. Donc des mesures de bon sens à prendre, il y en a, et nous avons des solutions à proposer aux Français. Dans un instant, question au 32-16 pour vous, Jordan Bardella. Vous restez encore 10 minutes, un quart d'heure avec les GG. Il est 11h moins, midi moins 20. RMC, 9h, midi, les grandes gueules. Ne ratez surtout pas l'occasion de remporter les 12 000 € qui sont en jeu. Alors vous envoyez bonus par SMS au 7 24 24. Vous avez 5 minutes, bonne chance à tous. À l'approche des fêtes, savourez Lindor, un chocolat infiniment fondant. Choisissez l'instant et fondez de bonheur. Découvrez toutes les recettes Lindor par les maîtres chocolatiers Lind. Et monsieur? Il est pas là? Pas là. Il vous a envoyé un mail avec son oui, je le veux, signé. Enfin, madame, on ne se marie pas par mail. On peut pas tout faire en ligne. Il n'y a pas écrit La Poste ici. Envoyez votre lettre recommandée en ligne sur laposte.fr. Ah bah, Monique est un peu énervée. Il faut dire que j'ai taillé la haie à 11h. 11h? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Je sais pas. Bah ouais, Philippe. Avec 2 heures de consommation d'électricité verte gratuite l'après-midi, ça vaut peut-être le coup de changer ses habitudes. J'agis avec Engie. Avec la recherche visuelle sur Le Bon Coin, il suffit d'une photo pour trouver ce qu'on cherche ou tous les articles similaires. Ouais, mais similaire, ça veut pas dire pareil, hein. Le Bon Coin, le bon pour tous. Téléchargez l'appli. Désolée, madame la directrice, mais je vais pas pouvoir venir au spectacle. Je dois faire remplacer mon pare-brise. Mais si vous allez venir, appelez France Pare-Brise. Ils vont vous prêter un véhicule pendant qu'ils remplacent votre pare-brise. Ah, bah, j'avais pas pensé, tiens. Je suis le satellite. Chez France Pare-Brise, un impact ne change rien à votre quotidien. Et ça change tout. Avec Olia, je suis fan de ma coloration. Tous ces reflets à cajou, ça fait pro. Sa formule à l'huile sans ammoniac fait toute la différence. Et la qualité de mes cheveux est dingue. Ils sont doux et brillants. Et niveau prix, je m'y retrouve largement. Olia, numéro 1 de la coloration en France, par Garnier, naturellement. Ça a du style de soutenir l'emploi local. Chez Écoutez Voir, découvrez plus de 100 montures, ainsi qu'une sélection de verres labellisés Origine France Garantie. Parce que quand on soutient l'emploi local, on le fait vraiment et jusqu'au bout. Écoutez Voir, optique et audition, Mutualiste. Dispositif médical. Il est pas trop mignon, non? Il est chaud, hein. Il y a des questions auxquelles on ne sait pas comment répondre. Et d'autres aussi. C'est un emballage ou pas? Bah oui. Et si c'est oui, c'est dans le bac de tri. Merci. Mais pourquoi il y a écrit fin là? Non, c'est pas la fin. Hein. Quand on achète une voiture chez Autosphère, c'est que le début. Wouhou! Ils ont un super service après-vente. Et oui, vous avez par exemple le contrôle technique offert à vie. Autosphère, à vos côtés sur toute la route. En ce moment, découvrez notre sélection de véhicules à moins de 150 € par mois sur autosphère.fr. Cette vitalité, vous savez d'où elle vient? Eh bien, elle vient d'ici. Oui, de là. Et cette énergie, à votre avis, elle vient d'où? Elle vient d'ici. Et ces bons fruits, vous les retrouverez là. Andros, les fruits c'est la vie. Nouveau, savourez Andros cœur de fruits sans sucre ajouté. Tu veux un biscuit? Ouais, ok. Non, du coup. Mais t'es dégueu, tu remets pas ton gâteau croqué dans le paquet? Désolé, mais je préfère ça au popcorn de Marc Repère. Hein? Tu connais pas? C'est pas cher en plus. Bah tu sais quoi? Moi je préfère ton pote Noah. On s'habitue vite au meilleur. Biscuits Deli-Pop de Marc Repère, pour le meilleur et pour le prix. Bah, à propos des Marc Repère, hein. Leclerc. Oh, tu m'offres un café? Un café? J'ai bien plus que du café. J'ai un délicieux Starbucks Ristretto Shot. Un ristretto riche et onctueux avec des notes de caramel. Si intense. C'est plus qu'un café. C'est Starbucks Ristretto Shot by Nespresso.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules. Les chichis, les grandes gueules avec Jordan Bardella, avec son livre Ce que veulent les Français aux éditions Fayard. Justement, les Français, on va les écouter. C'est Kamal de Gironde qui est chef d'entreprise. Bonjour Kamal. Bonjour, allez-y. Tout le monde. Question directe à Jordan Bardella. D'aller vite. Monsieur Bardella, bonjour. Bonjour monsieur. Je vous écoute. Monsieur Bardella, dans votre tour de France, il y a des chefs d'entreprise qui vous ont dit qu'ils voulaient que les GAFA soient taxés à 25%. Excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, je pense que c'est entièrement démago. Aujourd'hui, nous TPE, patrons de TPE-PME, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que nos taxes baissent. Est-ce que vous pensez que notre quotidien va s'améliorer si demain Google paye 25%? Pas du tout, monsieur. Nous voulons embaucher. Nous aspirons à être comme les grands groupes, justement. Et pour ça, il faut juste nous baisser les taxes. Et il ne faut pas que taxer les grandes entreprises. Je pense que vous prenez, avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous prenez vraiment le problème complètement à l'envers. Alors, réponse à Kamal. Est-ce que vous engagez à baisser les charges? Cher monsieur, si je veux que une boîte comme McKinsey, qui est une multinationale, paie son impôt en France, c'est précisément pour avoir les recettes, pour vous baisser à vous, chef de petites et moyennes entreprises ou de TI, la fiscalité. Vous voyez, parce que tout à l'heure, j'ai parlé précisément d'une baisse nécessaire de la fiscalité aujourd'hui sur la production. Si je veux baisser la TVA de 20% à 5,5% sur l'énergie, c'est précisément pour que les gens puissent retrouver du pouvoir d'achat et qu'ils puissent consommer auprès notamment de ceux qui créent de la richesse dans notre pays. Si je veux faire la simplification et supprimer un certain nombre de normes qui sont aujourd'hui un impôt papier et un impôt qui ne dit pas son nom sur nos chefs d'entreprise, c'est précisément pour vous redonner de l'oxygène et pour vous redonner les moyens de payer en France. Donc, pardon, mais je l'assume. Il n'y a aucune raison qu'une petite entreprise soit accablée injustement de normes et d'impôts et qu'une grande multinationale américaine ne paie pas ses impôts en France, comme le sont tous ceux qui créent de la richesse. Ça vous permet de baisser les charges derrière. Pro-entreprise et je souhaite évidemment favoriser tous ceux qui créent de la richesse en France. Et je vais même vous donner une autre mesure que nous souhaitons mettre en place et que je défendrai au Parlement européen en 2026 dans le cadre de la réforme de la directive sur les marchés publics, c'est faire en sorte que ceux qui produisent en France et en Europe soient prioritaires dans les marchés publics. Une entreprise qui crée en France, une entreprise qui produit avec de l'emploi français, de l'emploi européen sur notre sol, dans le marché commun, doit pouvoir avoir une priorité d'accès dans les marchés publics. Si je souhaite baisser les tarifs de l'énergie en renégociant les règles de fixation des prix, c'est précisément pour rendre à la fois du pouvoir d'achat à nos compatriotes et pour rendre des marges de manœuvre à nos chefs d'entreprise dont aujourd'hui la multiplication des hausses des factures d'électricité, et là je suis en train de faire un tunnel mais je suis obligé d'aller au bout, pèse sur donner la parole à Evan. Donc, désolé, vous êtes à la sauce GG. Et ne m'accusez pas d'être démago quand je fais des propositions qui précisément vont dans le sens des chefs d'entreprise. Evan, bonjour. Bonjour Alain. Bonjour entrepreneur, allez-y, question rapide pour Monsieur Bardella et réponse rapide, je l'espère. Allez-y. Bah oui, bonjour Monsieur Bardella. Bonjour Monsieur. De vous interpeller il y a en juin dernier là, sur une chaîne info concernant l'alliance des droites. Parce que le plafond de verre, il est là en fait. Et on a l'impression que c'est le grand foutoir. Vous êtes incapable de vous entendre. Et vous parliez de référendum d'immigration, mais vous n'avez même pas signé la pétition de Philippe de Villiers. Et que répondez-vous à ça? Alors, deux choses. Sur la pétition, mon travail de parlementaire ne consiste pas à signer des pétitions, mais à proposer précisément ce projet de loi de référendum. Donc ce projet de loi de référendum, il est rédigé. Vous le trouverez sur le site du Rassemblement national et ça fera partie de la première action que nous mettrons en œuvre si demain nous remportons l'élection présidentielle, parce que je pense que l'immigration bouleverse aujourd'hui les grands équilibres de notre société et que c'est une urgence vitale pour la nation française. Deuxièmement, sur l'union des droites. L'union des droites. Ne me reprochez pas des choses qui ne correspondent pas à mes actes. Parce que précisément, la première de mes actions, lorsque le président a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024, c'est d'avoir appelé Éric Ciotti et d'avoir proposé au président des Républicains d'alors une alliance dans le cadre de ces élections législatives en lui disant on n'est peut-être pas d'accord sur tout, mais dans l'intérêt du pays, il faut qu'on se mette d'accord sur l'essentiel pour mettre en œuvre, dans le cadre d'une majorité d'alliance que nous pourrions bâtir autour d'un projet patriote, des mesures au service des Français, des mesures au service de la sécurité de nos compatriotes,
au service de leur pouvoir d'achat et au service de l'identité de notre pays. Deuxièmement, le président des Républicains d'aujourd'hui, M. Retailleau, il a fait le choix de se fondre dans le macronisme. Il a fait le choix de s'asseoir dans un conseil des ministres pendant des mois entre des socialistes, entre des macronistes qui augmentent les impôts, qui augmentent l'immigration et qui mènent une politique pénale qui est chaque jour plus laxiste. Maintenant, y a-t-il des patriotes sincères à droite? Oui, bien sûr. Et moi, je souhaite leur tendre la main. Mais Madame Knafo, aujourd'hui, dit qu'elle est prête, elle serait prête à travailler avec quelqu'un comme David Lisnard. Pourquoi est-ce que, dans son esprit, sa première chose à dire, ce serait pas « je suis pour aller travailler préférentiellement avec Jordan Bardella », puisque vous êtes quand même censé être la locomotive électorale. C'est pas David Lisnard qui est la locomotive électorale. Le maire de Cannes. Pourquoi Knafo n'a pas dans l'idée d'aller plutôt vers vous et vous d'aller vers elle plutôt que d'aller se tourner vers Lisnard? Mais ça, c'est des guerres d'ego. Ça n'intéresse pas les gens. Je veux dire, les électeurs qui ont voté pour Éric Zemmour à la présidentielle, ils ont envie que nos idées arrivent au pouvoir. Je dis nos idées, c'est les familles, l'idée de la famille du camp national au sens large, et ils ont envie notamment qu'on mette fin aux conséquences de la politique d'immigration sur l'islamisation d'un certain nombre de banlieues, sur la perte de nos valeurs et de notre identité dans beaucoup de territoires. Donc ils considèrent que l'urgence civilisationnelle doit être traitée sur le plan politique. Elle ne sera jamais traitée avec un parti politique qui fait 3% des voix aux élections législatives. Donc qu'est-ce que j'ai dit aux élections européennes? J'ai dit aux électeurs de Zemmour, vous êtes des patriotes sincères, travaillons ensemble, venez travailler à nos côtés. J'ai dit aux électeurs des Républicains, encore récemment, Bardella, il y a des patriotes sincères au LR, venez travailler à nos côtés. Donc, deux questions flash pour terminer. Je suis dans une démarche de rassemblement, parce que je pense que pour gagner, il faut s'unir, il faut s'allier et il faut se rassembler. Deux questions flash. J'ai lisé dans Le Point que votre premier livre, vous avez rapporté 700 000 € de droits d'auteur. Est-ce qu'on peut encore être connecté aux Français smicards quand on gagne 700 000 € de droits d'auteur? Mais mon premier livre, il s'est bien vendu. Vous voyez, j'en ai vendu 700 000 € de droits d'auteur. J'en ai vendu près de 230 000. Et si j'en ai vendu près de 230 000, c'est peut-être, Monsieur Marchal, que les solutions que je propose aux Français, les idées que nous défendons avec Marine Le Pen et le Rassemblement national, attendez. Vous allez peut-être nous dire votre salaire? Si vous voulez, c'est 10 000 € par mois. D'accord. Et pas d'action à la fin ou de... Non, voilà. Donc vous avez gagné 700 000 €. Okay. Vous avez gagné 700 000 €. Donc oui, j'ai bien vendu mon premier livre. Donc vous avez gagné les 700 000 €. Je vais vous répondre. Si mon premier livre s'est vendu auprès des Français, c'est peut-être que ce que je disais à l'intérieur intéressait les Français. Si ce livre se vend auprès des Français, c'est peut-être que ce que j'y raconte à l'intérieur intéresse beaucoup de Français. Et pardon, mais moi j'ai grandi dans une cité HLM de Seine-Saint-Denis. Et vous le racontez en rendant hommage à votre mère dans le dernier chapitre. J'ai beaucoup travaillé pour être président de mon mouvement politique et pour être aujourd'hui à la tête d'une formation politique qui a vocation à gouverner et peut-être à présider notre pays dans quelques mois. Et je n'ai pas honte du travail que je fais pour mes compatriotes. Puisque vous venez de dire que vous pourriez peut-être présider le pays, si vous présidez le pays, est-ce que vous graciez Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen? D'abord, la grâce intervient. Est-ce que vous graciez Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen? Pardon. D'abord, ça, c'est une question démago. Parce que d'abord, la grâce... C'est une question. S'ils sont condamnés définitivement, est-ce que vous les graciez? La grâce intervient dans le cadre d'une condamnation définitive. Oui. Et s'ils sont je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle ce matin, donc je ne vous répondrai pas. En revanche, qu'un ancien président de la République qui a fait appel de sa condamnation, et encore une fois, je ne parlerai pas du fond de l'affaire parce que je ne connais pas le fond du dossier et qu'il ne m'appartient pas de me prononcer sur le fond de l'affaire, mais se retrouve sous le coup d'un mandat de dépôt différé avec une exécution provisoire qui normalement est utilisé pour les possibilités de récidive ou pour les risques de troubles à l'ordre public, me semble correspondre à une volonté d'humilier l'ancien président de la République. Donc encore une fois, je ne me prononce pas sur le fond, mais je crois qu'au regard de sa situation, c'est-à-dire du fait qu'il ne réponde ni à un risque de trouble à l'ordre public, ni à un risque de récidive, je crois que l'exécution provisoire ne se justifie Estelle pas. Denis, rapidement, pardon, j'ai pris un peu de votre temps. C'est pas grave, vous avez renié sur mon temps de parole. Allez, il reste 50 secondes, go. Au sommaire d'Estelle Midi aujourd'hui, on va parler de la taxe foncière. Est-ce qu'il faut la payer en fonction des revenus? C'est une proposition des députés LFI. On parlera également des accents en voie de disparition, du budget cadeau de Noël en baisse et puis le chômage qui menace de plus en plus les diplômés. Est-ce qu'il faut continuer à faire des études en France? Venez en débattre avec nous au 32-16. Le tu préfères. On va parler de pain, la croûte ou la mie? Jordan Bardella, la croûte ou la mie? Quand j'étais petit, j'enlevais la mie, mais maintenant je mange les deux. Ah oui, d'accord. Alain? Donc j'aime bien les deux et je suis un très gros consommateur de pain. La croûte, bah, bien et sûr, le quignon en particulier. Bah évidemment, bien sûr. Jordan Bardella, merci de passer par les GG. Ce que veulent les Français aux éditions Fayard. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On se retrouve demain à 9h, mais le débat continue avec Estelle et toute sa...